Alors, maintenant je vais vous présenter un peu la conférence, mais d'abord je voudrais vous présenter nos deux intervenants. Donc à ma droite ici vous avez Mathieu Parenti, qui est économiste. On a deux économistes ce soir. Mathieu Parenti, vous avez réalisé votre thèse doctorat à l'université Paris 1 en commerce international et en économie industrielle. Pour ceux qui ne savent pas, l'économie industrielle, c'est la branche de l'économie qui s'intéresse au comportement stratégique des acteurs. Donc tout à fait dans le sujet de ce soir. Vous êtes aujourd'hui professeur de commerce international à l'ULB. Bienvenue. À ma gauche, Henri Houban. Vous êtes également... Pardon, je vais prononcer Houben alors. Vous êtes également économiste, vous travaillez au GRESEA. Le GRESEA, c'est le groupe de recherche pour une stratégie économique alternative. Le GRESEA qui a notamment publié récemment un dossier, voilà, qui est pile sur le sujet de ce soir, dont le titre est « Le protectionnisme en trompe-l'œil ». Bienvenue également. Alors, avant de vous laisser la parole, je voulais d'abord rappeler brièvement la chronologie des faits qui nous concernent. Alors, ça a commencé tout début mars, le 1er mars, quand Donald Trump a annoncé sur Twitter, comme à son habitude, son intention d'introduire de nouvelles taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium. C'était pas vraiment une surprise, puisque déjà durant sa campagne électorale, il avait fait campagne sur ce genre de promesses, avec son slogan notamment America First. Cependant, tous les pays du monde ont quand même réagi, même si c'était pas vraiment une surprise, de manière unanimement négative. Il a signé le décret une semaine plus tard, le 8 mars, donc pour imposer 25% de taxes supplémentaires à l'importation de l'acier et 10% de taxes supplémentaires à l'importation de l'aluminium. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse photo symbolique où on voyait Donald Trump arborer son décret signé, entouré de représentants syndicaux des industries métallurgiques états-uniennes, le casque sous le bras dans le bureau ovale. C'était une photo assez marquante, assez symbolique, qui évidemment était un coup de com', mais pas uniquement, il y a aussi des conséquences économiques. D'ailleurs, l'Union européenne a rapidement réagi à ce nouveau décret, assez rapidement vraiment, en proposant là aussi, enfin en instaurant là aussi des taxes douanières, donc des contre-mesures. L'Union européenne a décidé de faire des contre-mesures ciblées, donc sur des produits emblématiques des États-Unis, notamment les jeans Levi's ou les motos Harley-Davidson par exemple, mais également en ciblant les États qui électoralement sont très importants pour Donald Trump en vue des élections de mi-mandat de novembre prochain. Et je pense notamment au Bourbon, donc le whisky qui est produit dans le Kentucky, circonscription du chef des Républicains au Sénat. Également au jus d'orange, donc des taxes sur le jus d'orange, les oranges étant produites beaucoup en Floride, et la Floride étant un État électoralement très important. Le tout pour un montant estimé équivalent au montant des taxes sur l'acier et l'aluminium qui avait été instauré par Donald Trump. Donc une réponse qui se voulait à la fois ferme et proportionnée. Et parallèlement à ça, l'Union européenne a également décidé d'introduire un recours à l'Organisation mondiale du commerce. Alors, Trump a d'abord réagi en disant qu'il allait lui aussi introduire d'autres contre-mesures en réaction aux contre-mesures européennes, notamment sur l'importation des taxes européennes, en visant, sans les nommer, la France et l'Allemagne, qui sont exportatrices de voitures. Finalement, il a rétropédalé et il a décidé d'exempter temporairement l'Union européenne de ces mesures sur l'importation des métaux, en vue d'engager des négociations qui, à ma connaissance, n'ont pas encore commencé. Il y a d'autres pays qui avaient été exemptés directement dès la signature du décret, c'est le Mexique et le Canada, puisque les États-Unis sont actuellement en renégociation du traité de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, et le Mexique et le Canada en font partie. Donc on ne sait pas exactement si c'est une manière de préserver ses partenaires commerciaux ou si ça fait partie d'un deal donnant-donnant, donc je vous exempte de ces taxes et en contrepartie vous me faites ce cadeau dans l'accord de libre-échange nord-atlantique. Toujours est-il qu'on voit bien ici l'intérêt. Là où on voit moins l'intérêt, en tout cas moi je ne sais pas pourquoi, c'est l'Australie qui a été exemptée directement des taxes de Trump. Je ne sais pas vous l'expliquer, peut-être qu'un de nos intervenants nous le dira. Dans les autres pays qui exportent de l'acier, on a la Corée du Sud, qui, elle, a accepté de signer un nouvel accord commercial avec les États-Unis, qui est plutôt à son désavantage par rapport au précédent. Mais parmi les gros producteurs d'acier au niveau mondial, reste encore le plus gros, la Chine.
qui elle aussi a réagi, un peu de la même façon que l'Union européenne, en instaurant des taxes à l'importation des produits américains. Les États-Unis ont réagi en instaurant de nouvelles taxes sur les produits, sur l'importation des produits chinois. Les Chinois ont réagi en faisant des nouvelles taxes, et tout ça a suivi un processus d'emballement, si bien que donc ça a duré pendant le mois de mars, d'avril. Finalement, les deux parties prenantes se sont rendues compte qu'à ce jeu-là, il n'y aurait peut-être pas de gagnant, un peu comme dans un dilemme du prisonnier où l'équilibre de Nash est défavorable aux deux joueurs. Mais Trump accuse quand même la Chine de dumping sur l'acier, puisque la Chine subventionne massivement ce secteur métallurgique, et accuse également l'OMC de ne pas être assez ferme avec la Chine. On verra avec les deux intervenants ce qu'il en est réellement. Aujourd'hui, donc j'ai dit, les États-Unis et la Chine se sont rendus compte qu'à ce jeu-là, peut-être qu'il n'y aurait pas de gagnant. Et donc cette idée d'engager des négociations, les États-Unis demandent de leur côté que la Chine réduise drastiquement, plus de moitié, son excédent commercial vis-à-vis des États-Unis, donc qui est de 375 milliards de dollars par an en 2017. Et Donald Trump voudrait qu'il soit réduit de plus de 200 milliards d'ici à 2020, donc une division plus que par deux. Donc une demande quand même assez forte. Du côté de Pékin, il y a toute une série de demandes, notamment l'arrêt des enquêtes sur les abus de propriété intellectuelle par les sociétés chinoises, la renonciation aux taxes sur les marchandises chinoises, la fin des discriminations pour les entreprises chinoises aux États-Unis, etc. Alors, vous en doutez bien qu'avec des demandes aussi élevées de part et d'autre, les accords n'ont pas encore, les négociations n'ont pas encore abouti, et les deux grandes puissances continuent leur bras de fer. Alors, voilà pour l'introduction des faits. Donc, Mathieu Parenti, je me tourne vers vous à présent. J'aimerais bien connaître un peu votre analyse sur le sujet. Peut-être quels sont les secteurs les plus touchés, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en termes de création ou perte d'emploi, peut-être en net. Comment est-ce qu'on peut analyser le protectionnisme économique dans le cadre néoclassique et quelles seraient éventuellement ses limites? Merci Tanguy. Alors d'abord, peut-être avant de passer à l'analyse économique, je voudrais revenir un petit peu sur les faits. Puisqu'on parle de guerre économique, ce qui me semble important, c'est de distinguer deux fronts en fait. Il y a un premier front qui finalement est assez banal, c'est-à-dire qui vise la sauvegarde de secteurs en déclin pas seulement pour le commerce. On n'entend pas en fait d'agriculture en début, on entend pas bien, peut-être on fait parler l'intervenant dans le micro. Comment? Il y a beaucoup de bruit dehors. Ouais. Je ne suis pas dans le micro, peut-être que ça va mieux. Oui, C'est c'est le ça. micro. Parler dans le micro. On va changer. Et entends-le. Là, c'est trop. J'essaye. Ça marche? Mais vous, ça allait pourtant. Moi, j'utilisais pas le micro en fait. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Vous m'entendez? Voilà, je vais prendre des notes. Ils ont pas, on n'entend plus la place. Ils ne font plus de bruit là-bas, donc ça va. Alors, oui, donc ce que je voulais dire, c'est que ce qui me semble important, c'est de distinguer en fait deux fronts dans cette guerre économique. Il y a un premier front qui est assez banal, dont l'enjeu finalement c'est de sauvegarder des secteurs qui sont sur le déclin, qui ne sont pas d'ailleurs sur le déclin qu'à cause du commerce international, mais aussi simplement à cause du progrès technologique. Il y a eu des gains de productivité énormes, par exemple, dans le secteur de l'acier aux États-Unis. Donc ça, c'est un premier front. Et il y a un deuxième front qui, lui, est peut-être un front de long terme, c'est l'investissement, l'investissement américain en Chine, et la course à l'innovation, finalement la course au leadership technologique, on va dire à l'horizon 2020-2025. Alors, c'est important de faire cette distinction à la fois pour l'analyse économique et pour l'analyse géopolitique. Donc, d'un point de vue économique, c'est-à-dire le front numéro 1, finalement, c'est un petit peu l'économie du protectionnisme.
Et le front numéro 2, c'est plutôt une littérature qui va expliquer les déterminants de la production multinationale, de la protection de la propriété intellectuelle, du transfert de technologie, etc. Donc on est vraiment quand même sur deux littératures assez différentes. Et une deuxième raison pour laquelle la distinction est importante, c'est que je pense que les conséquences géopolitiques de ces deux fronts sont assez distinctes, pour ne pas dire opposées. C'est-à-dire, on peut dire beaucoup de choses sur Trump, généralement négatives, mais en termes de diagnostic, le diagnostic que Trump fait sur la Chine est en fait partagé, on pourrait presque dire par la plupart des pays, mais est partagé par l'Union européenne. Et le diagnostic de Trump, c'est de dire simplement qu'il y a un problème chinois de surproduction dans l'acier. Donc ça ne date pas de Trump. Obama avait fait le même constat. Bush, déjà en 2002, avait voulu protéger la sidérurgie. Donc on est en fait sur quelque chose d'assez ancien. Au niveau de l'Union européenne, même chose. Cécilia Malmström ne dit pas autre chose. Ce qui différencie finalement l'Union européenne des États-Unis sur le problème de surproduction chinois, c'est finalement l'approche. C'est-à-dire que dans le cadre de l'OMC, normalement, l'Union européenne, et c'est ce qu'elle a fait par le passé, a mis des taxes douanières de manière temporaire, de manière à réguler les importations. Là, ce qui est nouveau, c'est que les États-Unis, ici, mettent des tarifs de manière indéterminée, pour une durée indéterminée. Donc c'est là vraiment qu'il y a une différence. Et surtout, ça je parlerai un peu plus tard, ça a été fait de manière unilatérale, ce qui est contraire à l'esprit, j'allais dire, de l'Organisation mondiale du commerce, qui repose entièrement sur le multilatéralisme. Mais donc le diagnostic est le même. Il pourrait presque y avoir finalement une alliance commerciale là-dessus entre les États-Unis et l'Europe, ce que Cécilia Malmström d'ailleurs a suggéré. Au contraire, si on regarde le deuxième front, donc celui de l'investissement et de la course à l'innovation, là au contraire, l'Union européenne se dit que c'est peut-être une opportunité pour les firmes européennes de profiter peut-être des engagements en termes d'investissement des États-Unis en Chine. Donc les conséquences géopolitiques sur ces deux fronts, me semble, sont très distinctes. Donc, pour revenir, au premier front, donc celui qui est dont l'enjeu est la sauvegarde des secteurs sur le déclin. Voilà, Tanguy a rappelé les mesures qui ont été prises sur l'acier et sur l'aluminium. Alors, un élément qui me semble important, c'est l'acier et l'aluminium, déjà, sont disons, deux secteurs qui ne sont pas vraiment comparables. Donc l'acier, aux États-Unis, c'est 80% de production intérieure, seulement 20% d'import. Dans ces 20% qui sont importés, la Chine est le 11e exportateur d'acier aux États-Unis. 11e. Donc c'est pas du tout en fait un pays exportateur important. Ça compte pour 2% des importations. Alors pourquoi est-ce que la Chine n'est pas plus importante en termes d'exportation vers les États-Unis? C'est pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, c'est qu'en fait le problème de surproduction est connu depuis longtemps, et que ce soit l'Europe ou les États-Unis, à chaque fois, ont eu recours via l'OMC à des taxes douanières temporaires justement pour diminuer les importations. Alors, le cas est un peu différent au niveau de l'aluminium. Alors, au niveau de l'aluminium, là, on est sur... je vais retrouver mes chiffres. On est sur... je ne les retrouve pas. On est quasiment sur... des titres de mémoire, on est sur plus de la moitié de la consommation américaine qui vient des importations. Donc là, les États-Unis sont beaucoup plus dépendants des importations que sur l'acier. En termes des partenaires commerciaux, là, la Chine n'occupe pas la 11e mais la 4e place. Donc là, la Chine est vraiment un pays important. Donc c'est là où il y a déjà une première incohérence au niveau des mesures tarifaires qui ont été annoncées par Trump. C'est que en fait, le secteur qui serait le plus important et le plus sujet aux exportations chinoises, c'est l'aluminium, sur lesquels il n'y a que 10%, alors que sur l'acier, finalement, peu
il y a peu un problème, si on regarde juste l'exportation chinoise, là, c'est un tarif de 25% qui a été mis. Et voilà, et juste pour conclure, hein, si vous mettez ensemble l'acier et l'aluminium, hein, vous avez 90% des exportations chinoises d'acier et d'aluminium qui sont déjà soumises à des taxes douanières spécifiques. Hein, donc là je parle d'avant mars, hein, avant le soi-disant début de la guerre commerciale. Hein, donc en fait, tout ça pour vous dire que les annonces de début mars voilà, d'imposer des tarifs sur l'acier et l'aluminium vont en avoir un impact que très limité sur la Chine. Alors, pour rentrer un petit peu dans la théorie économique néoclassique, hein, c'est-à-dire son... Alors, il y a plusieurs approches néoclassiques du protectionnisme, hein, je vais en mentionner seulement deux. Hein, donc, si je pense au modèle le plus néoclassique dans l'esprit possible, c'est un modèle qui reposerait donc sur deux hypothèses et qui sont les suivantes. Celle d'avoir un planificateur bienveillant et d'avoir un marché qui est en concurrence pure et parfaite. Alors, planificateur bienveillant, qu'est-ce que ça veut dire ici? Simplement que s'il y a politique économique, hein, son but essentiel est de maximiser le revenu total du pays. Hein, donc, vous pouvez penser à la maximisation du PIB. Et donc, sur le marché, l'hypothèse de concurrence pure et parfaite, qui, elle, est importante. Pourquoi? Parce que sous ces hypothèses-là, hein, le marché de lui-même va faire ce que le planificateur voudrait faire. Hein, donc ça, c'est une des implications, hein, de ces hypothèses-là. Donc, si on fait un peu une interprétation libérale des implications de ces hypothèses, c'est un modèle dont les hypothèses impliquent qu'il n'y a pas vraiment lieu... il n'y a pas vraiment de place en fait pour une politique économique, si ce n'est, hein, pour favoriser la concurrence. Hein, mais donc c'est un modèle qui dit qu'il n'y a pas finalement besoin, hein, d'intervention d'un gouvernement, et donc pas besoin de politique. Et donc la question que pose le modèle néoclassique, ce modèle néoclassique du protectionnisme est la suivante. Quand on est dans ce cadre théorique dans lequel finalement il ne devrait pas y avoir besoin d'intervention politique, est-ce qu'on peut expliquer une politique protectionniste? Et ce modèle va répondre oui. C'est-à-dire oui, bien qu'on est dans un cadre de concurrence pure et parfaite, etc., oui, on peut expliquer, hein, une politique protectionniste. Alors, le résultat, hein, ici je n'ai pas mis d'équation, hein, mais donc ce résultat qui peut être formalisé, en fait, lie l'ampleur, aussi le niveau du tarif, hein, avec le pouvoir de monopsone du pays importateur. Donc intuitivement, qu'est-ce que ça veut dire? La théorie classique vous dit, si moi les États-Unis, je suis un importateur qui compte pour la Chine, hein, ça va me donner du pouvoir de monopsone, et parce que j'ai du pouvoir de monopsone, quand je vais mettre un tarif, je vais forcer les exportateurs chinois à baisser leur prix. C'est quoi monopsone? Monopsone, donc, hein, c'est un pouvoir de monopole, mais au niveau de la demande. Hein, et donc ça, on va avoir un pouvoir de monopsone si on est un consommateur d'acier important. Hein. Donc vous voyez tout de suite déjà la limite de ce modèle. Avec 2%, on n'est pas un importateur d'acier important. Hein, donc, ce premier modèle-là, hein, va pas, j'allais dire, expliquer grand-chose de la politique de Trump. Donc, il y a plusieurs manières, voilà, de sortir de ce modèle, hein, pour remettre en cause, j'allais dire, l'une des deux hypothèses, soit les hypothèses faites sur la structure de marché, soit sur l'hypothèse du planificateur bienveillant. Donc, une manière simple, ici, de commencer un petit peu à se rapprocher de ce qu'on observe, c'est justement d'arrêter de supposer que, hein, le politique cherche à maximiser le revenu total du pays. Alors, si on regarde en détail l'impact d'un tarif dans un secteur donné, hein, toujours dans ce modèle, hein, ça a trois impacts. Hein, quand je mets un tarif, je permets à mes producteurs domestiques, donc les producteurs américains, d'élever le prix
donc des produits, on va dire, qui contiennent de l'acier ou de l'aluminium, d'une part. Les consommateurs, au contraire, tous les consommateurs d'acier, eux, vont payer un prix plus élevé. Et troisièmement, le fait de mettre un tarif va générer des recettes tarifaires. Donc, vous voyez qu'une manière simple d'expliquer pourquoi on voudrait mettre en place un tarif, dans ce modèle-là, c'est simplement de supposer que l'objectif du gouvernement, c'est en fait l'objectif des producteurs. Vous voyez, ce qui est assez naturel. Donc, ou de manière générale d'ailleurs, on peut prendre ce modèle-là et dire qu'un gouvernement va tendance à mettre en place une politique protectionniste s'il donne davantage de poids aux perdants du libre-échange, ce qui est assez intuitif. Voilà. Il y a toute une littérature là-dessus, sur l'influence des lobbies, etc. Mais donc, l'idée reste la même, c'est qu'une politique protectionniste dans ce cadre néoclassique peut s'expliquer simplement avec un gouvernement dont la fonction objective est alignée sur celle des perdants du libre-échange. Alors, une fois qu'on a dit ça, du coup, Trump, tout d'un coup, la politique de Trump donne l'impression d'être très rationnelle. C'est-à-dire finalement, est-ce que Trump est simplement un politique motivé par sa réélection qui ménage son électorat? Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est de regarder les sondages qui ont été faits justement pour regarder si les électeurs potentiels de Trump ont une bonne opinion ou pas de sa politique. Et les résultats sont assez clairs. Vous avez près de 70% donc des républicains qui approuvent la politique protectionniste de Trump, versus 6% chez les démocrates. Quand on regarde, on divise les opinions positives par tranche d'âge, vous avez 22% des 18-24 ans qui vont y être, qui vont avoir une bonne opinion, 40% chez les 54-64 ans. Il y a encore d'autres divisions qui ont été faites dans ce sondage, notamment entre blancs, hispaniques et noirs. Et là, alors, les résultats sont sans appel. C'est clairement les hommes et les hommes blancs de plus de 50 ans. Donc c'est un petit peu le cliché qu'on se fait de l'électeur type de Donald Trump. Alors, donc quelque part, ce que je disais avant, c'est que effectivement, en plus quand on regarde ces sondages, on a vraiment l'impression d'avoir une politique commerciale très rationnelle. On sait que la croissance des importations chinoises depuis l'entrée de la Chine dans l'OMC a coûté beaucoup d'emplois aux États-Unis. Ça a été documenté notamment par un article de Autor, Dorn et Hanson qui date de 2013, qui ont quantifié tout ça proprement. Et il y a même un document de travail, donc un article qui n'est pas encore publié, qui dit que dans ces zones qui ont été les plus fortement touchées par un accroissement des importations chinoises, le taux de mortalité chez cette catégorie de la population a même augmenté. Donc le constat ici effectivement est frappant. Alors, est-ce que c'est à dire que Trump est un petit peu le sauveur, j'allais dire, des hommes blancs, j'allais dire, en col bleu? Pas vraiment, parce que première limite qu'il y a à cette analyse, c'était qu'il était attendu de toute façon que la Chine réponde, et la Chine a répondu, comme l'a rappelé Tanguy, de manière très ciblée, en mettant des taxes douanières sur les produits exportés des États qui sont particulièrement favorables à Trump. Donc c'est le cas par exemple des exportations américaines de soja qui sont touchées par les taxes chinoises. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que ce protectionnisme-là, au XXIe siècle, n'a plus les mêmes effets que ce qu'il aurait pu avoir au XXe siècle. D'une part, il y a des chaînes de production qui sont mondiales, donc mettre des taxes douanières sur les exportations chinoises, c'est aussi taxer ses propres entreprises. C'est taxer aussi les multinationales américaines qui sont implantées en Chine.
mettre des taxes sur l'acier et l'aluminium, c'est augmenter le prix de l'acier et de l'aluminium, ce qui crée des victimes collatérales, le secteur de l'automobile et des machines agricoles en particulier pour l'acier, l'aéronautique, aussi production de bière et soda à cause des canettes en aluminium. Hein. C'est aussi un petit peu tirer une balle dans le pied pour Trump qui a annoncé un plan massif d'investissement dans les infrastructures. Si vous pensez par exemple à la construction de ponts, ben, pour faire des ponts, il va falloir aussi de l'acier. L'augmentation du prix de l'acier et de l'aluminium va avoir des conséquences assez négatives en termes d'emploi et aussi en termes de déficit public pour les États-Unis. Donc finalement, ici on a un protectionnisme qui ne protège pas. On a un protectionnisme qui ne protège pas les travailleurs. J'allais dire la seule catégorie qui est protégée ici, ce sont les actionnaires des entreprises d'acier américaines. Et ça aussi d'ailleurs c'est pas nouveau, c'est exactement ce qui s'était passé sous Bush en 2002, après que Bush justement ait mis en place des taxes douanières sur l'acier. On avait vu pour des actions. Alors, donc, c'est-à-dire cette extension du modèle néoclassique pourrait faire croire quelque part qu'il y a une politique commerciale, j'allais dire rationnelle, de la part de Trump, rationnelle dans le sens où il représenterait en fait une partie de son électorat. Ça peut être le cas, mais ça ne va pas être pour des raisons économiques. C'est ça ici c'est sur ce point-là que j'aimerais insister. Donc ce qui paraît, donc là ce sont un peu plus des conjectures, ce qui paraît au contraire finalement plaire à l'électorat de Trump, c'est plutôt la réaffirmation de la souveraineté américaine et le fait que les États-Unis finalement cessent de passer par l'Organisation mondiale du commerce à une phase de l'unilatéralisme. Voilà. Ouais, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur le modèle néoclassique. Bien, merci M. Parenti pour vos éclairages. Henri Houben, je m'adresse à vous. On a entendu l'analyse de M. Parenti qui disait que l'impact sur la Chine était finalement assez limité, que c'était plutôt une réaffirmation du pouvoir politique des États-Unis au niveau mondial sur la scène internationale. Quelle est votre analyse sur le sujet? Est-ce que, selon vous, ça s'intègre dans des enjeux géostratégiques plus long terme? Je vous mets Donc, malgré que je sois économiste, je vais un peu élargir les perspectives et montrer que, en fait, l'économie, pour être efficace, pour être intéressante, doit avoir une perspective un petit peu plus globale. Et donc, effectivement, les enjeux sont clairement géopolitiques, et c'est ce que je vais essayer de montrer, à travers un petit peu une démarche historique. Donc, je ne vais pas vous remonter trop longtemps dans le temps. Je vais partir de l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Et à partir de 1989, il y a eu la chute du mur. Donc, à ce moment-là, dans les états-majors occidentaux, ça a été quasiment l'euphorie, c'était embrassé. Il paraît, donc, si vous lisez Jacques Delors, par exemple, qui était à ce moment-là le président de la Commission européenne, ils se sont tombés dans les bras les uns des autres en pleurant, etc. Donc c'était une euphorie totale. À ce moment-là, les États-Unis se sont considérés comme étant le seul maître du monde. En particulier, il faut rappeler que c'est la première fois d'ailleurs qu'un pays peut se dire comme ça, vraiment maître du monde. Donc il y a un essayiste assez important aux États-Unis qui est un néoconservateur qui s'appelle Charles Krauthammer et qui a écrit que c'était le moment unipolaire, c'est-à-dire que c'était le moment où les États-Unis pouvaient être la puissance dominante au niveau mondial. Donc c'était fantastique. Seulement, évidemment, cette chute a surpris tout le monde, y compris les stratèges aux États-Unis. Et donc, ils se sont retrouvés, puisque toute leur stratégie depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'était de s'opposer à l'Union soviétique, ils se sont retrouvés face à une nouvelle situation.
Et il devait remettre en place une nouvelle stratégie. Donc, le gouvernement a demandé à Paul Wolfowitz, qui était chargé à ce moment-là de la stratégie politique en matière de défense, hein, donc c'était le numéro 3 du département de la défense à l'époque, de recréer une stratégie, de dire voilà qu'est-ce qu'on doit faire, quelle est la stratégie américaine après cette nouvelle situation. Et dans un rapport en 1992, celui-ci et son équipe a établi que la nouvelle stratégie, c'était absolument d'empêcher qu'il y ait un nouvel adversaire, potentiellement aussi dangereux qu'a pu l'être l'Union soviétique, ne puisse émerger et ne puisse effectivement concurrencer les États-Unis. Alors, Paul Wolfowitz, c'est quelqu'un que normalement vous devriez connaître, qui a été après vice-secrétaire à la Défense, et c'est un néoconservateur affirmé. Mais je vais prendre un autre stratège, qui est Brzezinski, qui a été conseiller en sécurité nationale pour Jimmy Carter, donc ça c'est un démocrate, et malgré tout, dans un livre extrêmement important sur la stratégie américaine écrit en 1997, il écrit on produit donc quelle est la stratégie que les États-Unis doivent mener dans la nouvelle situation. Alors il dit en premier lieu, c'est identifier les États possédant une réelle dynamique géostratégique et capable de susciter un bouleversement important dans la distribution internationale du pouvoir. Donc voir s'il y a un État qui puisse émerger comme étant un concurrent éventuel pour les États-Unis. En second lieu, formuler des politiques spécifiques pour contrebalancer les effets néfastes des politiques néfastes, des politiques. Bon, c'est un peu redondant, mais enfin, je cite dans le texte donc les effets néfastes, des politiques néfastes, des politiques initiées par ces États. Définir les moyens de les associer ou de les contrôler de façon à préserver et à promouvoir les intérêts vitaux des États-Unis. Ensuite, il ajoute, de manière plus crue encore, dans la terminologie abrupte des empires du passé, donc ça veut dire que d'une certaine manière, il compare les États-Unis à un empire du passé. Hein. Ça veut dire qu'il dit, voilà, les États-Unis doivent continuer à devenir comme les empires du passé. Les trois grands impératifs géostratégiques se résumeraient ainsi. 1. Éviter les collisions entre vassaux et les maintenir dans l'état de dépendance que justifie leur sécurité. Pour dire qu'il ne peut pas y avoir quelqu'un qui vient concurrencer les États-Unis, ils doivent tous rester, grosso modo, des vassaux et rester dans la dépendance américaine, cultiver la docilité des sujets protégés et empêcher les barbares. Donc évidemment c'est un terme utilisé dans les empires du passé, mais c'est très intéressant que Brzezinski les reproduit. Empêcher les barbares de former des alliances offensives. Et donc dans l'esprit de Brzezinski, effectivement, ce qu'il craint beaucoup, c'est qu'il y ait une alliance entre la Chine et la Russie, et avec éventuellement l'Iran. Et donc ça serait effectivement la catastrophe. Alors, à ce moment-là, au début des années 90, la Chine n'émerge pas comme étant la puissance qui pourrait éventuellement concurrencer les États-Unis. Ce n'est que vers le milieu des années 90 que la Chine va vraiment émerger et va commencer à faire susciter des réflexions, surtout chez les néoconservateurs. Ce sont les milieux néoconservateurs, conservateurs, qui vont effectivement commencer à alerter sur la dangerosité pour les États-Unis de la Chine. Et il y avait plusieurs arguments. Donc effectivement, la Chine a une croissance économique mondiale exceptionnelle, parce que faire 6,4% en moyenne par an de 50 à 2008, il n'y a pas énormément de pays qui peuvent se le permettre. Et en plus, un pays aussi vaste, hein, avec 1,5 milliard à peu près de population. Et donc, si on continue avec cette croissance-là, et donc il est clair que les États-Unis n'ont pas une croissance aussi importante, donc vers 2030, alors certains, les plus optimistes disent de 2030, les plus pessimistes disent 2050, donc ça n'a pas beaucoup d'importance, mais de toute façon, à un moment donné, la Chine va nécessairement dépasser économiquement les États-Unis. Deuxième chose, c'est qu'avec cette puissance économique, évidemment, il crée une armée, une force militaire qui est de plus en plus capable de rivaliser avec les États-Unis. Et donc, effectivement, il y a des dépenses militaires chinoises qui vont s'accroître progressivement. Alors, ils sont très très loin en dessous des dépenses américaines militaires traditionnelles, mais quand même. Et alors, évidemment, quelque chose que, donc ici, je n'ai pas ça comme étant un objectif, mais c'est souligné par les néoconservateurs. En plus, c'est un modèle qui est régi par l'État. Et en fait, ce n'est pas un modèle particulier à la Chine, parce que sur ce plan-là, la Chine fait pratiquement une imitation, ou disons une espèce de copie-coller vis-à-vis de la stratégie qu'avait suivie initialement le Japon.
Le Japon aussi avait une stratégie qui était initiée par l'État et qui allouait à certains secteurs des développements. Et la Chine va faire exactement la même chose. D'ailleurs, ce n'est pas que la Chine qui va faire la même chose. La Corée du Sud, Taïwan, etc. Tous ces pays-là, le Singapour par exemple, vont suivre une stratégie assez similaire. Alors, pour vous montrer l'évolution en niveau, disons, global de la croissance économique, je vous ai fait ce petit schéma où j'ai mis, pour faire la comparaison, que les États-Unis, à chaque année, est égal à 100. Et je compare le produit intérieur brut réel de chaque région par rapport à ces 100 que valent les États-Unis. Je ne sais pas si vous comprenez bien, je mets pour toutes les années, les États-Unis sont à la base 100, et chaque fois je compare l'Union européenne, le Japon et la Chine pour vous montrer à quel niveau ils se situent par rapport aux États-Unis. Et donc, dans un premier temps, vous voyez que d'abord, au départ, l'Union européenne est bien plus élevée que les États-Unis, mais ça décline régulièrement au fil du temps. Ensuite, le pays qui a effectivement représenté une menace pour les États-Unis, parce qu'on ne s'en souvient pas toujours très bien, mais c'était le cas, le Japon a cru pendant les années jusqu'à à peu près en 1990. Ensuite, ça a stagné, plutôt décliné. Et le pays qui est occupé à faire vraiment une démarche presque exponentielle, c'est la ligne rouge, c'est-à-dire la Chine qui est occupée effectivement à s'envoler pour rattraper progressivement les États-Unis. Alors en termes militaires, ça donne ce schéma-ci. Donc vous voyez ici, là j'ai fait un montant en dollars. Pardon. Alors vous voyez très bien que les dépenses américaines sont toujours très, très élevées. Donc en général, les dépenses américaines, militaires américaines, évidemment tout ça dépend parce que, évidemment, dans les dépenses militaires, tous les pays ne mettent pas toujours la même chose. Donc là, il y a parfois des controverses dans la mesure où qu'est-ce que les États-Unis mettent dans les dépenses militaires, qu'est-ce que met la Chine là. Mais donc, l'institut principal qui fait ces statistiques-là, c'est le CIPRI, qui est situé à Stockholm. Et donc, voilà les statistiques qu'ils donnent. On voit très bien que les États-Unis se trouvent très largement en tête en matière de dépenses militaires. En général, ils se situent à peu près à entre 40 et 50% de toutes les dépenses militaires évaluées dans le monde. C'est-à-dire que les États-Unis sont toujours à peu près à dépenser à peu près la même chose que le reste du monde. Donc, vous voyez déjà un petit peu l'écart. Mais vous voyez très bien que la ligne rouge qui représente donc celle de la Chine, de nouveau, eh bien, il y a une progression croissante et on voit très bien que la Chine dépense de plus en plus d'argent pour le militaire aussi. Et donc, évidemment, progressivement, il commence à devenir un rival sérieux. Alors, face à ça, en 2000, essentiellement, ce sont les conservateurs qui vont pousser à ça, malgré que le président à ce moment-là, c'est Clinton, un démocrate. Ils vont pousser à la création d'un organe qui s'appelle US-China Economic and Security Review Commission, donc la commission de surveillance, on va dire ça comme ça, économique et sécuritaire dans les relations États-Unis-Chine. Alors le but, c'est de surveiller la Chine sur tous les plans, donc principalement économique, commercial, militaire, mais aussi sécuritaire, etc. Et éventuellement faire des propositions pour le Congrès, parce que c'est une commission qui émane du Congrès américain, qui est bipartisane, c'est-à-dire qu'il y a normalement autant de républicains que des démocrates, et qui va faire des propositions au Congrès pour que ces propositions deviennent effectivement des lois et effectivement des prises de décision de la part du gouvernement américain. Mais dans le choix des représentants républicains, ce sont essentiellement des néoconservateurs, c'est-à-dire ceux qui ont déjà amené à ce que la Chine soit l'adversaire affiché des États-Unis, et d'autre part, en général, les démocrates, ce sont plutôt des partisans de la défense des États qui sont menacés par les produits chinois, donc plutôt des partisans du protectionnisme. Alors, avec ça, les différents présidents, à partir de Bush Junior, vont commencer à prendre des mesures progressives pour essayer de contrer l'avancée de la Chine. Et donc la première chose que le gouvernement Bush Junior va faire, c'est établir une stratégie énergétique. Parce qu'ils se sont bien rendus compte que le développement de la Chine a besoin d'énormément de ressources énergétiques, en particulier du pétrole et du gaz, que la Chine n'a pas dans son territoire, donc est obligée de venir essentiellement du Moyen-Orient. Et donc ils se sont dit, on va axer
et mettre une politique au Moyen-Orient pour essayer de contrôler la production de pétrole et de gaz qui va vers l'Asie de l'Est de manière massive. Donc c'est pas tellement pour contrôler son approvisionnement à soi, parce qu'il n'y a que l'Arabie Saoudite qui fournit du pétrole aux États-Unis, tout le reste du Moyen-Orient le fournit pratiquement bien aux États-Unis, donc c'est vraiment pour surveiller ça et avoir un contrôle. Et donc évidemment, ils ont profité des attentats du 11 septembre 2001 pour pouvoir mettre en place cette politique et donc d'attaquer un État qui n'avait strictement rien à voir avec ces attentats, à savoir l'Irak. Et donc ils ont attaqué l'Irak, et donc c'était d'ailleurs une demande des néoconservateurs de renverser Saddam Hussein. Ils vont faire cette politique-là dans ce but-là. Évidemment, ça va tourner à la catastrophe, parce que, effectivement, attaquer des pays comme ça va les mettre, ça va les déboussoler, les déstructurer, et on a un petit peu la situation que on voit aujourd'hui, c'est-à-dire avec l'apparition d'un groupe qui est totalement opposé avec Daesh, etc., des choses qui sont totalement presque ingérables. Et donc, ce que va faire Obama, c'est essayer de se dégager de cette situation-là. Obama est plutôt un démocrate, enfin, officiellement en tout cas, c'est un représentant du Parti démocrate. Il va essayer de changer cette stratégie, donc essayer de se désengager du Moyen-Orient, de ne plus axer la politique sur cette possibilité, plutôt essayer de viser l'Asie centrale, mais là, je dois dire qu'il a plutôt raté ce coup, et déplacer les forces militaires, donc c'est une des raisons pour lesquelles il voulait arrêter les guerres au Moyen-Orient, c'est déplacer les forces militaires et de les mettre dans le Pacifique, pour justement faire face au développement militaire chinois. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Trump essaye d'aller encore plus loin dans cette stratégie-là, et donc l'exemple de la lutte commerciale est à mon avis un exemple de ça, mais il y en a d'autres qui montrent très bien que Trump veut effectivement aller plus loin. Alors de l'autre côté, parce que évidemment les Chinois ne restent pas inactifs, ils ont deux grands projets stratégiques qu'ils ont mis en place. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, les États-Unis n'ont plus de projet stratégique. Hein, donc Trump, il fait plutôt l'opposition, il arrive à fédérer un petit peu une opposition contre lui, et donc il n'arrive pas à mettre en place des projets stratégiques. Obama avait peut-être la possibilité de le faire, mais je crois qu'il n'a pas beaucoup été dans ce sens-là. Or, la Chine aujourd'hui a deux grands projets stratégiques qu'ils ont mis en place à partir de essentiellement 2013. Le premier, ce sont les nouvelles routes de la soie. Qu'est-ce que c'est l'idée? C'est essentiellement de pouvoir relier, comme par le passé, parce que évidemment, ça s'appuie sur un imaginaire sur les routes de la soie qui est extrêmement vif dans l'histoire humaine, parce que ces routes de la soie ont permis le transport de marchandises, le fait que l'Europe et la Chine ont connu des marchandises qu'ils ne produisaient pas, et en même temps, toute une série d'inventions, d'idées se sont croisées sur ces routes, donc c'est un imaginaire extraordinaire, et donc c'est de remettre en place ces routes, à la fois la route terrestre, donc à travers l'Asie centrale, qui pour l'instant effectivement est un petit peu un no man's land économique dans le développement mondial actuel, et d'autre part l'Europe, et de pouvoir relier ces deux voies, mais aussi il y a une route maritime. Et évidemment, le premier objectif, c'est de construire des infrastructures pour ça, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'infrastructures qui manquent. Donc ça veut dire créer des ports supplémentaires, créer des pipelines, évidemment, parce que évidemment, la Chine demande toujours beaucoup de ressources énergétiques, et donc l'Asie centrale a des capacités en ressources énergétiques qui peuvent fournir à la Chine, évidemment, des routes et des chemins de fer. Et donc, il y a pour l'instant, il y a des lignes de chemin de fer qui relient la Chine à l'Europe, et qui donc vont beaucoup plus vite que la voie maritime. La voie maritime, ça prend à peu près un mois. Donc les lignes de chemin de fer, maintenant, elles arrivent à faire ça en 2 semaines, d'acheminer les marchandises d'un bout à l'autre du continent eurasiatique. Donc j'ai aussi des problèmes pour dire ça quand même. Le deuxième grand projet, c'est Made in China 2025, qui est un projet encore plus inquiétant pour les États-Unis, parce qu'il s'agit de faire de la Chine une nation de leadership technologique, en utilisant tout ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire toute la révolution qui tourne autour de la robotisation, la numérisation, etc. Donc la digitalisation, d'utiliser ça, et de devenir un leader mondial. Or, le leader mondial au niveau technologique de pointe, ce sont les États-Unis. Donc ils voient évidemment cette initiative-là d'un très mauvais œil.
Et donc, effectivement, donc dans les produits, qu'à un moment donné, il n'y a pas l'acier et l'aluminium, mais à partir du moment où la Chine a répondu vis-à-vis des États-Unis, dans la liste des produits que Trump a identifiés pour pouvoir répondre à la Chine, évidemment, il y a tous ces produits qui faisaient partie des secteurs qui étaient avancés par le Made in China 2025. Alors, je vais vous montrer, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de temps. Ça va? Oui, c'est bon. Je vais vous montrer donc un petit peu de quoi il s'agit dans ces projets. Donc ici, vous voyez le projet des nouvelles routes de la soie. Donc il y a à peu près 6 grands axes qui sont développés. Donc vous voyez qu'il y a un axe, enfin, il y a beaucoup d'axes routiers qui permet aussi à la Chine, parce que évidemment le développement de la Chine s'est fait de manière très inégale. Les régions côtières se sont très fortement développées, les régions intérieures très peu développées. Donc il y a une volonté de la Chine de déplacer une partie de la production et des efforts économiques du côté de l'intérieur de la Chine, en particulier dans la région ici qui s'appelle Xinjiang. Xinjiang, je ne suis pas sûr non plus de la prononciation là, et là c'est effectivement, même si j'avais le papier devant moi, j'aurais du mal, qui est donc la province où se trouvent les Ouïghours, c'est-à-dire une population turcophone, et évidemment une partie de ces Turcs sont très liés à les propositions islamistes. Et donc là, il y a effectivement un danger manifeste pour l'intégrité de la Chine. Et donc, le gouvernement chinois essaye de développer cette région économiquement en se disant, si je développe économiquement, ben, probablement que l'opposition à l'intérieur sera moins forte et que j'aurai probablement un peu moins d'attentats dans ces régions-là. Et donc, outre ça, il y a ce développement-là. Alors évidemment, le premier pays qui est intéressé, c'est le Kazakhstan, qui est effectivement, pour l'instant, sur lequel les projets actuels sont occupés à se mettre en place, donc les lignes de chemin de fer, des routes, etc. Parce que, évidemment, les Kazakhs n'ont pas la capacité de faire, donc ce sont les entreprises chinoises qui, en général, les font. Vous voyez que, donc, au départ, la Russie n'était pas impliquée directement dans le projet, mais pour allier la Russie, ils ont mis un projet pour développer une partie du développement des transports en Russie, notamment, ils ont mis en place des lignes TGV dans la région. Il y a une autre ligne qui va plus en bas, qui est aussi une ligne qui pose problème parce qu'elle passe dans la Turquie. Et donc, vous savez que pour l'instant, la Turquie a des problèmes avec les Kurdes, donc ça veut dire qu'il y a des bagarres et des dissensions militaires dans ces régions-là. Et il y a un point qui est aussi extrêmement important dans la logique chinoise, c'est d'avoir cette ligne qui part ici de la région et qui va vers le port de Katwar au Pakistan. Ça c'est très intéressant parce que ça permet d'éviter toute la route ici, et notamment, donc ici ça ne voit pas très bien que c'est un détroit, mais le détroit de Malacca, où passe la majorité des produits chinois et d'ailleurs de toute l'Asie de l'Est, qui est un nœud extrêmement important, donc très facile à contrôler. Donc s'il y a un adversaire qui veut embêter la Chine, il pourrait très bien prendre le contrôle de cette région-là. Et aussi, c'est une région où il y a beaucoup de pirates. Hein, il y a 2 régions dans l'océan Indien, il y a énormément de pirates, c'est-à-dire que les bateaux de marchandises sont attaqués régulièrement. C'est le détroit de Malacca, et c'est la région ici. Et d'ailleurs, la Chine a mis à Djibouti la seule base militaire à l'étranger. Donc il vient de construire une base militaire à Djibouti. Et donc, ici, cette ligne-là permet de passer outre le détroit de Malacca et de faire donc une partie en terre, et puis alors faire une partie en mer, et donc c'est aussi plus rapide. Le problème, c'est qu'évidemment, faire le port à Katwar, ça emmerde les Indiens, donc les Indiens sont tout à fait contre, et en plus, toute cette région-ci est une région avec beaucoup de conflits, et donc c'est très difficile à la mettre en place. Donc ça, c'est pour vous expliquer un petit peu les projets de la route de la soie, tels qu'ils sont établis. Et évidemment, les États-Unis analysent ça. Ils ne sont pas officiellement hors du coup, mais il est clair que c'est un développement qui les emmerde parce que, évidemment, ça permet le développement de toute l'Eurasie. Il y a des objectifs pour développer également le continent africain à partir de l'axe de Nairobi. Je mange encore quelque chose. J'ai un peu mal d'un endroit. Voilà, j'ai peut-être pas revenu. Donc, il y a tout ce développement, mais vous voyez que les États-Unis ne sont pas présents du tout. En tant que pays, ils sont hors de la région. Donc, pour eux, c'est toujours très difficile de venir
intervenir dans cette région où ils ne sont pas effectivement normalement acteurs. Mais les entreprises américaines pourraient participer à ces projets-là, il n'y a pas d'objection à ça. Le deuxième projet, c'est donc le Made in China 2025. Alors, c'est développer 10 secteurs prioritaires. Et donc, c'est là que je vous ai dit que les Américains essayaient de pointer les produits qu'ils voulaient taxer. Bon, je ne sais pas si je dois aller très loin dans l'explication ici. Et donc, c'est vraiment un projet de développer les niveaux technologiques et de pouvoir devenir une puissance majeure dans le monde. Alors, le gouvernement chinois a défini en fait sa priorité. Donc, je vous cite. L'objectif stratégique national de la Chine est d'aboutir à une société moderne et prospère à tous égards d'ici à 2021. Donc, lorsque le Parti communiste chinois fêtera son centenaire, et la construction d'un pays socialiste moderne, prospère et fort, démocratique, culturellement avancé et harmonieux. Bon, c'est évidemment un petit peu redondant à la sauce chinoise. D'ici à 2049, date à laquelle la République populaire de Chine célèbre son centenaire. Donc ça, c'est l'objectif. Et donc, évidemment, c'est un objectif que les États-Unis ne veulent pas voir vraiment aboutir. Ils voient ça de manière très mauvaise. Donc, je vous ai expliqué sur les routes de la soie, pourquoi est-ce que ça les embêtait très fortement? Parce que, évidemment, toute cette région-là se situe hors du champ normal d'activité des États-Unis. On sait évidemment que les États-Unis ont des troupes un peu partout dans le monde et des porte-avions qui circulent à travers le monde, mais c'est vraiment un territoire où c'est plus difficile d'atteindre, puisque c'est en fait d'abord cette ancienne Union soviétique, et deuxièmement, deux porte-avions, c'est quand même plus loin à atteindre, donc c'est vraiment un territoire sur lequel les États-Unis ont très peu de possibilités de pouvoir intervenir. D'ailleurs, il y a aussi une association militaire qui s'appelle la coopération de Shanghai, qui associe la Chine, la Russie et une partie de ces États d'Asie centrale dans une coopération militaire, donc c'est-à-dire pour souder un petit peu plus tout l'axe de ces États-là, sans les États-Unis. Et donc, de nouveau, la coopération de Shanghai est vue par les États-Unis comme étant une force militaire pouvant effectivement très fortement embêter les États-Unis. Le Made in China, je vous l'ai déjà expliqué également, qu'effectivement, il s'agit de mettre à la pointe des sociétés chinoises. Alors évidemment, là-dessus, les Américains citent énormément tout ce que les Chinois pourraient faire, donc le piratage, l'espionnage industriel, pardon ? Tout ce qu'eux font. Tout ce qu'eux font, effectivement, parce que les États-Unis, il ne faut pas croire qu'ils accusent les autres de faire des choses, mais effectivement, eux font tout à fait pareil. Mais donc, ils les accusent de ça, donc de pouvoir, en fait, de profiter des échanges commerciaux pour puiser la technologie, et donc, et en particulier de la technologie américaine. Donc, ils se disent qu'il faut absolument les contrer par tous les moyens, et donc, comme j'ai dit, la sanction sur les produits de la Chine. Donc c'est très particulier aussi qu'avec des pays comme l'Union européenne, etc., ou même avec le Japon, on essaye de négocier, tandis qu'avec la Chine, évidemment, il faut vraiment un bras de fer pour qu'on arrive à une négociation, parce que le bras de fer pouvait arriver à pratiquement rien du tout. Alors la commission de Chine, Chine, dont je vous ai parlé, elle n'est pas inactive, parce qu'effectivement, depuis un certain temps, elle commence à proposer des mesures de plus en plus coercitives vis-à-vis des firmes chinoises. Donc, il propose notamment d'interdire toute acquisition d'une firme américaine par une entreprise publique chinoise. Il propose également que les compagnies de technologie ne puissent pas être prises par des sociétés chinoises. Donc, il y a eu déjà quelques cas, notamment en matière d'énergie. Donc, certaines firmes chinoises voulaient acquérir des firmes américaines en matière d'énergie, de pétrole par exemple, et que, donc c'est même pas Trump, hein, c'était lors du gouvernement Obama, que les gouvernements précédents ont tout à fait interdit. Aussi de pouvoir contrôler les investissements qui pourraient menacer la sécurité américaine. Donc la sécurité américaine, évidemment, c'est un concept assez large. Hein. Donc, ici, par exemple, dans l'acier et l'aluminium, Trump a fait référence directement à la sécurité américaine. Hein. Donc il a dit que la protection de l'acier et de l'aluminium se justifiait pour des raisons de sécurité. Alors évidemment, c'est une manière de détourner un petit peu les règles de l'ANC, parce qu'effectivement,
normalement sur base commerciale, il ne peut pas le faire. Donc il utilise évidemment un autre argument pour pouvoir justifier ces règles si éventuellement il doit passer au tribunal des différents de l'OMC. Et l'un des buts, c'est aussi d'augmenter le budget de la défense, ce que Trump a effectivement promis. Donc c'est un des, je pense, des points majeurs de l'élection de Trump, c'est qu'il a augmenté le budget de la défense, contrairement à ce que Obama avait fait. C'est-à-dire que Obama avait plutôt limité pour pouvoir diminuer ou essayer de diminuer le déficit public, mais Trump repart à la hausse vis-à-vis des dépenses de la défense et il dit clairement qu'effectivement, il doit augmenter le budget de la défense et en contrepartie, évidemment, réduire dans les dépenses sociales et environnementales. Alors, je vais un petit peu accélérer parce que je pense que mon temps va être progressivement terminé. Donc, bon, ici, c'est un petit peu tout ce que la Commission relève généralement. Donc, dans tous les rapports, qui sont, donc, ils existent depuis 2002. Et pratiquement, donc, le premier rapport a été en 2002, le deuxième en 2004, mais à partir de 2004, tous les rapports sont des rapports annuels, qui sont publiés en général en novembre. D'ailleurs, c'est bizarre, c'est pas loin du moment des élections américaines lorsqu'elles tombent tous les 2 ans. Mais donc, il y a le déficit commercial, donc chaque fois ils disent que le déficit commercial c'est dominable, etc. La non-réciprocité des accords commerciaux, c'est-à-dire qu'ils disent que les Chinois peuvent faire tout faire aux États-Unis, mais les entreprises américaines, elles sont limitées en Chine. Ce qui n'est pas tout à fait faux, parce que les Chinois ne sont pas complètement fous, ils n'accordent pas n'importe quoi pour faire n'importe quoi dans leur pays. Donc, à mon avis, sur ce plan-là, ils ont raison. La gestion étatique de l'économie chinoise, donc le piratage, la cybernétique, les menaces constantes d'invasion de Taïwan, mais depuis qu'il y a des menaces, je pense que la Chine n'a pas encore envahi Taïwan, et toutes les manœuvres militaires qui sont faites notamment dans la mer du sud de la Chine, qui sont effectivement des moyens extrêmement importants de pouvoir un peu gérer l'espace chinois. Mais c'est très intéressant de noter ça parce que ça veut dire que chaque fois, ces rapports soulignent les endroits où, éventuellement, si les États-Unis veulent faire un conflit avec la Chine, ils pourraient très facilement titiller les Chinois et provoquer la guerre. Alors, sur le commerce, donc là je ne vais pas parler de grand-chose, mais je vais quand même faire j'ai souligné quelque chose que Mathieu n'a pas tout à fait souligné, c'est que dans le déficit commercial, voici la dégradation du déficit commercial américain par pays. Et je voudrais faire remarquer ceci. Donc vous voyez qu'il y a des dégradations pas simplement par rapport à la Chine. Il y a d'autres pays et d'autres régions qui sont effectivement responsables du déficit. Mais regardez, le déficit chinois, il commence pratiquement à l'an 2000-2001. C'est là qu'effectivement le déficit va s'accentuer. Or, le graphique suivant va vous montrer le déficit global. Or, vous voyez bien ici, en termes de PIB, que le déficit, il date d'avant 2000. Et donc ici, c'est 2000. Donc 2000, effectivement, ça c'est l'effet éventuellement qui peut être attribué à la Chine, mais tout ça, ce n'est pas directement attribué à la Chine, ça veut dire que le déficit il a des origines structurelles aux États-Unis même. C'est le fait qu'un certain nombre d'industries ont été liquidées aux États-Unis parce qu'effectivement, il y avait des concurrents qui pouvaient, donc soit éventuellement des concurrents américains, qui se délocalisaient, s'établissaient au Mexique, s'établissaient en Asie de l'Est, et ont créé ce déficit commercial de telle sorte que, en fait, ce déficit commercial est pratiquement structurel. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas moyen de le juguler parce qu'il n'y a pratiquement plus d'habits qui sont faits aux États-Unis, il n'y a pas de téléviseur, il n'y a pas de radio, etc. Tout ça est fait à l'étranger. Il n'y a presque pas de jouets, etc. Donc il y a toute une série de choses qui ne sont plus faites aux États-Unis et qui de toute façon doivent être importées. Et donc ça c'est l'enjeu d'éventuels conflits entre les États-Unis. Je termine là-dessus pratiquement, rassurez-vous. Donc le principal enjeu des conflits militaires qui peuvent surgir avec la Chine, parce que effectivement la Chine a établi des zones différentes zones de sécurité. Et évidemment, il y a cette zone ici qui est assez problématique parce qu'elle englobe évidemment des zones maritimes qui appartiennent à d'autres pays. Et donc ça suscite évidemment beaucoup de conflits
entre la Chine, qui dit ça c'est ma zone stratégique, dans laquelle en fait je veux avoir ma souveraineté, et évidemment avec le Vietnam, la Malaisie, Brunei, les Philippines, et bon, je ne vais pas parler de Taïwan, parce que Taïwan normalement pour les Chinois c'est une possession, mais tout ça ce sont des zones qui font effectivement des conflits. Donc en général il y a toutes des petites îles qui sont là-dedans, ce sont des îles désertes, hein, donc après il n'y a pas un pelé sur ce territoire, mais ça fait l'enjeu de tension. Et donc si les États-Unis veulent faire éclater quelque chose, ils peuvent très bien le faire éclater là. Même chose avec les îles ici, qui sont réclamées par la Chine et par le Japon. Et bien sûr, il y a Taïwan, qui effectivement n'est pas loin, qui pour la Chine, évidemment, fait partie intégrante du territoire chinois. Et donc chaque fois que Taïwan dit « je veux devenir indépendant », ça suscite des tensions entre les pays. Et donc ce sont des territoires sur lesquels effectivement les États-Unis pourraient agir. Alors je termine par ma conclusion. Donc ici, on est dans une situation où les choses sont de plus en plus explosives entre les deux pays, les États-Unis et la Chine. Et donc je pense que Trump est occupé un peu à mettre un petit peu d'huile, encore un peu plus, sur le feu. Donc aujourd'hui, la guerre essentiellement est économique et commerciale, mais je pense que derrière, il y a d'autres choses. Donc les Américains essayent de mettre des bâtons dans les roues face à la Chine, et ce qui risque de se passer, c'est que ça a plus loin que simplement le conflit économique et commercial, donc conflit politique, diplomatique, et puis éventuellement militaire. Et il y a des idées aux États-Unis que les États-Unis devraient intervenir maintenant, parce que plus on laisse passer du temps, plus la Chine va se développer, plus la Chine va se renforcer, et va devenir effectivement le concurrent qu'on ne va pas pouvoir éliminer. Donc si les États-Unis qui ont maintenant une avance militaire importante pourraient dire je peux utiliser cette force militaire. Je ne dis pas que c'est nécessairement ce qui va se passer, je dis simplement qu'il y a des idées comme ça qui circulent aux États-Unis. Alors j'ai fait donc ici c'est la fin, j'ai fait mon exposé évidemment pour souligner la dangerosité de la politique américaine. Ça ne veut pas dire que je dis que la Chine c'est dirigée par des petits seins, qui n'ont pas des projets qui sont parfois un peu scabreux, mais il y a une réalité, c'est que la Chine a été dans l'histoire le pays dominant économiquement. Il y a eu 2 siècles pendant lesquels ils ont été rabaissés, et c'est un petit peu logique qu'ils reviennent au niveau mondial. Et deuxième chose, c'est que ils ont le droit de se développer. Il n'y a pas un pays comme ça qui a le droit comme ça d'empêcher un pays de se développer parce que... Pardon ? Le plus fort, oui, évidemment, en tous les cas économiquement et militairement, jusqu'à présent, essaie d'empêcher qu'il y ait effectivement un adversaire. Et donc c'est ça qui ne va pas. Donc la Chine a tout à fait le droit de se développer, et avec les moyens qu'elle veut. Voilà, ça c'était mon exposé pour ce soir. J'espère que je n'ai pas été trop long. Pas si, mais j'avais prévenu. On avait pris un peu d'avance sur le programme, donc on a rattrapé l'avance qu'on avait. Merci Monsieur Kouben pour cette recontextualisation. Je trouve ça particulièrement intéressant parce qu'on décrit parfois Trump de manière un peu caricaturelle comme quelqu'un qui prend des décisions de manière impulsive et sans écouter ses conseillers. Et finalement, ce qu'on voit avec votre exposé, c'est qu'au contraire, ces politiques récentes s'intègrent complètement dans un enjeu géostratégique à plus long terme. Mais il faut en avoir les deux, hein. Un peu les deux, c'est vraiment entre les deux que ça se trouve. Tu fais aussi des choses impulsives, mais... Effectivement. Mais tout n'est pas impulsif. Je vais revenir un peu en arrière. Dans mon introduction, j'avais également parlé de l'Organisation mondiale du commerce. J'avais dit que l'Union européenne avait introduit un recours à l'OMC. Pékin aussi a décidé de jouer cette carte en introduisant une plainte contre les nouvelles mesures tarifaires visant les produits chinois que les États-Unis entendent mettre en place. Trump, de son côté, accuse l'OMC d'être injuste avec les États-Unis et de favoriser la Chine avec son statut de pays en voie de développement. Alors, Monsieur Parenti, qu'en est-il de la situation à l'OMC? Quelles sont les règles du commerce international que les États-Unis pourraient avoir transgressées et qui sont contestées,
sur lesquels se basent en fait l'Union européenne et la Chine pour contester les nouvelles mesures tarifaires. De manière plus générale, quelles sont les conséquences institutionnelles pour lesquelles on pose certains? Alors j'aimerais, si possible, répondre rapidement à Henri sur le déficit commercial. Alors effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu l'obsession de Trump, réduire le déficit. Et je suis de ne pas l'évoquer parce que sinon je vais avec la conclusion, dans le sens c'est pas vraiment le problème commercial. Dans le sens c'est vraiment le problème structurel. Et deuxièmement, il y a un gros problème de mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les exports et imports, en fait, des flux commerciaux bruts ne reflètent pas la valeur ajoutée. Et donc, quand on fait cette correction, par exemple, juste pour vous donner les chiffres, on est à peu près 350 milliards de déficit entre les États-Unis et la Chine. Lorsqu'on fait cette correction et donc on tient compte de la valeur ajoutée, on passe à 200. Et lorsqu'on regarde un petit peu l'évolution sur les dernières années, ça a tendance au contraire à stagner et ne pas augmenter. Donc il y a vraiment un problème de mesure. Et effectivement, par exemple, ça ne prend pas en compte le fait que si vous êtes par exemple un pays comme la Chine, vous importez beaucoup de composants pour exporter un produit assemblé aux États-Unis, vous n'ajoutez pas beaucoup de valeur ajoutée, et pourtant ça va gonfler vos statistiques. Donc c'est ce genre de problème-là. Donc voilà, le problème du déficit commercial, effectivement, il y a déjà un problème de mesure. Et deuxièmement, effectivement, si on pense comme Trump que le déficit commercial ça explique la croissance, alors autant aller tout de suite en autarcie, comme ça il n'y a plus du tout de déficit commercial. Voilà. Alors après, il y avait un deuxième point. Alors là c'était plutôt un petit peu pour compléter, on révisait là sur la critique du manque de réciprocité en termes d'investissement. Donc effectivement, sur plusieurs secteurs clés, en fait, ce que fait la Chine, c'est qu'elle impose aux entreprises américaines de passer par des entreprises chinoises pour pénétrer le marché chinois, via des joint ventures. Et donc ça, dans le langage américain, ça veut dire que les compagnies sont forcées de transférer leur technologie aux entreprises chinoises. C'est ça vraiment qui inquiète Trump. De notre côté, alors, j'allais dire, si on prend le point de vue chinois, je serais un peu moins sévère, dans le sens où l'arbitrage qui est fait quelque part, c'est de dire oui, on vous donne accès à une main-d'œuvre qui est vraiment peu chère. En échange, il faut bien que ça profite de notre économie, donc quelque part, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle généralement spillovers. Il faut que quelque part, on en tire quelque chose, qu'il y ait de l'apprentissage, qu'on puisse mieux exporter, qu'on bénéficie des technologies américaines, etc. Donc j'ai envie de dire, c'est un petit peu ça le contrat tacite quand même qu'il y a entre l'investissement américain et le gouvernement chinois. Alors, maintenant, pour revenir sur le cas de l'OMC, donc, ça me paraissait important de parler de l'OMC ici parce que, bon, si on ne sait pas très bien qui va sortir gagnant de cette guerre commerciale, clairement, l'OMC a déjà perdu. C'est assez clair. Donc, l'OMC, il est basé sur deux principes fondateurs, réciprocité, non-discrimination. Le commerce selon Trump, c'est unilatéral, celui qui a la réciprocité, pour moi, qu'il y a un peu de multilatéralisme. Donc le commerce selon Trump, c'est unilatéral et discriminatoire. Trump dit, je veux des tarifs sur l'acier chinois et j'en ai exempté d'autres pays, etc. Même avant que Trump comprenne le fonctionnement de l'Union européenne, il voulait mettre des tarifs juste sur les voitures allemandes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la campagne électorale. Voilà. Mais donc, dans l'esprit, c'est vraiment unilatéral et discriminatoire. Alors, il a déjà évoqué, l'innovation en termes de politique commerciale de Trump, c'est d'invoquer la sécurité nationale comme motif. Et alors ça, quelque part, c'est à la fois dangereux et très habile. C'est habile parce qu'en fait, il y a effectivement l'article 21, ça remonte à l'article 21 dans le GATT, qui autorise en fait les nations à mettre des barrières commerciales si elles jugent que leurs relations commerciales menacent leur sécurité nationale. Et donc, là, ce qui est intéressant dans cette clause, c'est que d'une part, elle n'est pas écrite de manière très précise, mais surtout qu'elle ne dit pas, elle laisse en fait au pays importateur le droit de se juger lui-même en insécurité. Autrement dit, si les États-Unis disent on a un problème de sécurité nationale,
l'OMC ou tout autre membre de l'OMC, comme l'Union européenne, n'a pas son mot à dire pour dire non, non, il n'y a pas de problème de sécurité nationale. Tel que c'est écrit dans la clause, le seul juge en fait du problème de sécurité nationale, c'est le pays importateur. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est que dans ce cas-là, effectivement, c'est ce que disait Henri, vous pouvez ériger des barrières commerciales sans passer devant un panel. Donc en vous passant complètement, par exemple, de l'organe des règlements des différends. Donc, en clair, utiliser l'argument de sécurité nationale, ça permet en fait de contourner complètement l'OMC. Alors, au début, donc début mars, quand ça a été invoqué pour l'acier et l'aluminium, bon, on s'est un peu demandé si effectivement ce motif pouvait faire sens. L'acier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est exporté donc principalement par le Canada, l'Union européenne, le Japon, etc. La Chine étant le 11e pays exportateur, donc là on ne voit pas très bien parce que ça, le problème de sécurité nationale. Pour l'aluminium, là le cas est un peu moins clair. Vous avez le Canada et l'Union européenne, mais derrière vous avez aussi les Émirats arabes unis, la Russie et la Chine. Donc là effectivement, c'est-à-dire peut-être que effectivement ils vont essayer de construire un cas pour dire qu'il y a un problème de sécurité nationale, et en fait non. Comme l'a dit Henri, en fait, ce que vise à faire l'administration Trump, c'est de requalifier ce qu'on appelle d'habitude concurrence déloyale en problème de sécurité nationale. Et donc c'est vraiment ça le coup que porte à l'administration Trump à l'OMC, c'est que si effectivement ils s'en sortent de cette manière-là, c'est-à-dire en requalifiant les problèmes économiques en problèmes de sécurité nationale, tous les pays membres de l'OMC vont pouvoir faire la même chose. Donc ça veut dire droit de douane imposé de manière unilatérale, sans concertation, etc. En gros, c'est la fin de l'OMC. Alors, l'Union européenne, là-dessus, a déjà d'ailleurs annoncé son intention de saisir l'OMC. Donc là, l'angle d'attaque de l'Union européenne, ça va être d'essayer justement de requalifier le problème de sécurité nationale en un problème plus classique de droit de sauvegarde. Alors là, bon, c'est ce qu'a dit Cécilia Malmström, mais on ne voit pas très bien comment ça va marcher, c'est-à-dire si l'Union européenne dit non, c'est pas un problème de sécurité nationale, les États-Unis vont dire mais qui êtes-vous l'Union européenne pour nous dire quels sont nos problèmes de sécurité nationale? Encore une fois, c'est pas l'esprit dans le seul juge du problème de sécurité nationale, c'est les États-Unis. Si maintenant l'OMC dit non, effectivement, c'est pas un problème de sécurité nationale, alors là on n'imagine pas la réaction de l'administration Trump. La pire des conséquences pour moi, c'est carrément le retrait de l'OMC par les États-Unis. On peut imaginer que ça aille jusque-là. Et enfin, voilà, un petit détail quand même qui n'est pas si anodin. Depuis septembre dernier, l'organe des règlements des différends de l'OMC donc est bloqué par les États-Unis qui refusent la nomination de 2 juges à la Cour d'appel. Donc vous voyez que l'OMC est en très très mauvais état. Alors, si on regarde maintenant ce qui est en train de se passer entre les États-Unis et l'Union européenne, donc comme le rappelait Tanguy tout à l'heure, en fait, ce que l'administration Trump a fait, c'est qu'elle a exempté donc, toute une série de pays, dont aussi l'Union européenne, des tarifs sur l'acier et l'aluminium. Et ce sont des exemptions d'un mois. Donc ça a été renouvelé maintenant jusqu'au 1er juin. Et en fait, ce que semble être la stratégie de Trump, c'est d'utiliser justement ces exemptions temporaires pour faire pression sur l'Union européenne afin de négocier, de renégocier les tarifs, par exemple, dans le secteur de l'automobile. Ce à quoi l'Union européenne est fortement opposée. Alors là, il y a quelque chose aussi qui est assez intéressant, c'est la manière dont raisonne l'administration Trump en contraste avec l'OMC. Donc la manière en fait, dont Trump critique l'Union européenne, il dit regardez, si on prend les véhicules par exemple pour particuliers, vous imposez un tarif de 10%, nous on impose seulement 2,5%, pourquoi est-ce que c'est pas égal? Bon, et ça effectivement, ça marche très bien, de dire oui effectivement c'est injuste, sauf que si on commence à regarder je vais dire les poids lourds légers, on va appeler ça les poids légers, l'Union européenne par exemple impose des tarifs beaucoup moins élevés que les États-Unis. Donc le principe de réciprocité, en fait, contrairement à ce que fait croire Trump, il ne s'applique pas produit par produit, il s'applique de manière agrégée. C'est comme ça que l'Organisation mondiale du commerce
a toujours fonctionné, hein, c'est dans son esprit. Et là aussi, encore une fois, hein, c'est un petit peu, ça va à l'encontre de l'OMC. Dernière chose, dernier point, qui est là aussi une dernière mauvaise nouvelle pour l'OMC, hein, c'est le problème des exportations de l'Union européenne hein, en termes d'acier vers les États-Unis. Parce qu'effectivement, si on commence à restreindre les importations chinoises de l'acier, bon, ces exportations, il faut bien qu'elles aillent sur un marché, et elles peuvent très bien, dans l'état actuel, passer par notre pays. Il n'y a rien qui l'empêche. Les Américains sont très conscients de ça, hein, donc pour être sûr que les importations d'acier sont bien limitées, qu'ils sont en train de suggérer aux pays exportateurs, c'est eux-mêmes de restreindre leurs exportations. Hein, ce qui, voilà, c'est un outil de politique commerciale hein, qui s'appelle voilà, VER pour Voluntary Export Restraint, hein, qui est encore une fois interdit par l'OMC. Mais donc là, on ne voit pas très bien quels sont les choix de l'Union européenne. Soit elle opte pour une sortie de crise en donnant raison à Trump, mais du coup, elle porte elle-même un coup à l'OMC, hein, soit elle va à la guerre commerciale. Voilà, donc c'est ça que je voulais rajouter sur l'OMC. Merci beaucoup. Monsieur Houben, je voudrais revenir sur le tweet qui a tout déclenché, donc le tweet de Trump du 1er mars, dans lequel il disait « Nous ne devons pas laisser plus longtemps notre pays, ses entreprises et ses employés être utilisés. » Donc on voit que Donald Trump essaye de jouer sur la carte de son électorat. Donc on l'a déjà dit, son électorat, si on le définit de manière un peu caricaturale, c'est l'homme blanc, blue collar, qui est plutôt victime de la mondialisation. Et donc il joue sur les sentiments de son électorat pour essayer d'annoncer que ces mesures protectionnistes vont protéger les emplois américains. Vous êtes militant, notamment à ATTAC. J'aimerais vous demander votre avis. Est-ce que, selon vous, les mesures protectionnistes de Trump protègent réellement les travailleurs, et je parle non seulement des travailleurs des États-Unis, mais aussi dans une optique internationaliste, des travailleurs des autres pays, et par exemple des travailleurs chinois? Par rapport à ça, je dois aller là ou je peux rester ici? Pareil. Ouais, je reste ici. Donc, primo, je pense qu'il faut revenir un petit peu sur l'élection de Trump pour un peu préciser si effectivement il est bien le représentant de cet électorat d'hommes blancs, col bleu, etc. Je pense que le choix d'un certain nombre de conservateurs, etc., au départ ne se portait pas sur Trump. Donc je pense qu'il y avait d'autres candidats dans les primaires républicaines qui étaient plutôt plus favorisés que Trump. L'avantage de Trump, c'est qu'il a un discours plus populiste et donc qui est susceptible de gagner les élections. C'est ça qui a fait en sorte que Trump est devenu le porte-parole, non pas de cet électorat blanc, mais de ce courant néoconservateur proche de l'establishment américain, mais qui n'est pas l'establishment américain. Parce que, effectivement, pour battre Hillary Clinton, si on proposait du côté républicain quelqu'un qui a un discours plus conservateur, mais qui, grosso modo, apparaît de la même manière, alors il était battu. La seule possibilité de gagner les élections, c'est d'avoir un candidat du type de Trump qui était capable de mobiliser et gagner cet électorat-là. Sinon, c'était perdu. Donc je pense que c'est ça. Mais ce n'est pas l'électorat blanc qui dirige Trump, hein. C'est bien une partie de l'establishment qui est un establishment néoconservateur qui favorise le développement de l'aspect sécuritaire et militaire par rapport à d'autres aspects que les démocrates soutiennent. Donc ça, je voudrais quand même préciser. Donc de ce point de vue-là, je pense que pratiquement toutes les orientations et décisions de Trump sont orientées par rapport à ce courant néoconservateur et pour se mettre dans cette lignée-là. Maintenant, la question que tu poses de manière beaucoup plus générale, c'est de savoir si effectivement, est-ce que des politiques de gauche pourraient soutenir l'idée d'avoir le protectionnisme comme étant un des axes de sa politique.
Moi, je pense qu'on doit réfléchir d'abord à un autre niveau. D'abord de se demander qu'est-ce qui cause tant de pertes d'emplois, etc. Et pour moi, ça se situe, donc peut-être que là je dépasse un peu le cadre de militant d'attaque et je défends mes propres positions, mais ça se situe dans un contexte du système dans lequel on vit, c'est-à-dire le capitalisme. Et donc dans ce capitalisme-là, effectivement, la concurrence, qui est souvent soulignée comme étant propice à l'innovation, etc., la concurrence détruit les concurrents. Ça, c'est l'effet numéro 1 de la concurrence. C'est-à-dire qu'on détruit les concurrents et que progressivement, on a une situation où on a des entreprises géantes qui se situent dans la plupart des secteurs. Et le fait aussi qu'il y ait des entreprises géantes donne un autre aspect de la liaison qu'il y a entre ces entreprises-là et les territoires sur lesquels ils agissent. C'est-à-dire que de plus en plus, un certain nombre de territoires n'ont plus qu'une, 2 ou 3 grosses entreprises géantes, et donc elles monopolisent souvent l'entièreté de l'emploi qui s'y situe. Et donc c'est ça qui fait en sorte que ça dégénère. Parce qu'évidemment, lorsque dans une région, une de ces grosses entreprises dit « Ah non, soit je peux faire faillite, ça c'est une possibilité, mais je délocalise parce que j'ai un autre endroit à aller », eh bien c'est la catastrophe dans la région. Et donc ça n'a rien à voir avec le libre-échange et le protectionnisme. Le libre-échange et le protectionnisme, d'ailleurs, ne sont pas utilisés pour défendre la situation des emplois en général dans les entreprises. Ce sont des stratégies qui sont utilisées par un certain nombre de ces géants. Si vous êtes le géant qui domine, qui est le plus performant, le plus productif, vous êtes pour le libre-échange. Hein, parce qu'effectivement, vous éliminez toutes les protections chez les autres et vous pouvez inonder ces marchés de vos produits. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, si vous avez un concurrent qui effectivement est extrêmement puissant, vous êtes pour un protectionnisme. Donc, dans les autres secteurs, vous pouvez être libre-échangiste, hein, puisque ça ne vous garde pas hein, de manière disons, idéologique pour vous dire « Ah oui, le libre-échange, c'est magnifique, etc. » Mais dans mon secteur, il faudra quand même protéger parce que j'ai un concurrent particulièrement dangereux, etc. Et donc ce protectionnisme, il a d'abord, donc aux États-Unis, il a joué contre le Japon. Donc dans toutes les années 80, c'était le Japon qui était mis en exergue. Il dit, ah non, il faut faire attention. Donc il y a eu des accords, donc Reagan a fait des accords d'autolimitation des importations des voitures japonaises. Et il a fait un autre accord qui est encore plus presque démentiel, c'est l'accord sur les semi-conducteurs. Ils ont exigé d'avoir 20% du marché japonais. Donc, c'est-à-dire qu'ils se sont immiscés, grosso modo, sur le marché japonais et dire, voilà, nous voulons 20%, parce que nous avons les meilleures entreprises de semi-conducteurs, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas au moins 20% du marché japonais. Donc ça, c'était le raisonnement. Donc, en fait, c'est une bataille entre des entreprises géantes et donc des entreprises capitalistes. Donc, sur ce plan-là, moi, je trouve que les militants, les progressistes, etc., ne doivent pas intervenir. On ne doit pas dire on est pour le protectionnisme ou pour les libre-échanges, parce que c'est une bataille entre ces géants-là. Maintenant, si nous voulons mettre en place une politique véritablement sociale, environnementale, une vraie entreprise de gauche, etc., en faveur des gens, etc., alors effectivement, on peut imaginer que s'il y a des acteurs étrangers qui viennent perturber, qui vont faire en sorte que par exemple, ces protections sociales ne sont plus possibles, ces protections d'environnement ne sont plus possibles, etc., alors on peut envisager effectivement de mettre une politique protectionniste en disant non, on ne veut pas, on veut quand même protéger nos emplois tels qu'ils existent, ou bien alors on met éventuellement des tarifs pour compenser par exemple le déficit environnemental qui est permis ailleurs, etc. Là, je pense qu'on peut effectivement l'envisager, mais pas. Donc, il faut d'abord avoir une politique de gauche et pas dire d'abord je veux du protectionnisme. Donc, je veux d'abord quelque chose qui soit en faveur des gens. Donc, ça, c'est quand même aussi ma démarche militante, c'est-à-dire d'avoir une économie qui soit respectueuse de l'environnement, des gens, du social, etc. Donc ça, c'est quand même mon premier souci militant. Et alors, effectivement, s'il faut mettre des barrières, mais je ne dis pas que nécessairement il faut en mettre un, je dis s'il y a des barrières qui vont faire en sorte que
ce modèle-là d'économie sociale, etc., n'est pas possible parce qu'il y a des gens, des entreprises qui sont capables d'utiliser des moyens de performance qui, par exemple, s'appuient sur de la sous-traitance qui est hyper mal payée, des choses comme ça, alors effectivement, tu peux dire, oui, évidemment, je vais mettre une barrière là-dessus. Il y a d'abord une politique de gauche sur laquelle tu veux effectivement protéger, mais pas une protection comme ça. Je pense que c'est comme ça que je peux envisager les choses, mais pas le protectionnisme en tant que tel. Et donc le problème, c'est que souvent, le débat il se situe à ce niveau-là. On dit, on veut une protection, oui, parce qu'effectivement, telle entreprise, par exemple, je ne sais pas, Peugeot en France est menacée, et donc effectivement, il faut protéger Peugeot. Oui, mais Peugeot, il est menacé par Renault aussi, hein, et Renault est en France. Donc, Ça va, merci pour la réponse. Je vais laisser encore nos deux intervenants peut-être réagir rapidement sur éventuellement ce que l'autre aurait dit, et puis après on va passer aux questions du public. Donc Mathieu Parenti, vous vouliez réagir? Oui. Alors déjà, oui, au niveau de la concentration des entreprises au niveau régional, je pense qu'effectivement c'est un sujet très important et qui, effectivement, on devrait en parler davantage. Alors j'aimerais rajouter quelques chiffres, parce que justement j'ai des collègues qui ont travaillé, qui ont analysé un petit peu la concentration des entreprises à travers les régions françaises. Et ils avaient, par exemple, pour aller vraiment dans le sens d'envie là-dessus, ils avaient remarqué qu'en Alsace, vous aviez un travailleur sur deux qui travaillait dans une multinationale. Quand même, pour vous dire le niveau de concentration. Et effectivement, deuxièmement, problème généralement qu'on a, je vais me mettre dedans, nous en tant qu'économistes, c'est qu'on réfléchit trop en termes d'agrégés, on somme les pertes et les gains d'emploi, etc. Mais effectivement, une perte d'emploi dans une région qui est aussi concentrée, ça n'a pas la même valeur qu'une perte d'emploi dans une ville avec beaucoup d'entreprises, parce que la probabilité d'en retrouver un n'est pas la même. Donc là, effectivement, je pense que là, il y a un véritable enjeu de politique économique là-dessus. Je fais l'exemple de la France parce que je connais les chiffres, mais évidemment, c'est un problème beaucoup plus général. Et alors, il y a un deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'était sur les facteurs de destruction d'emploi. Alors, il y a beaucoup parlé de concurrence, et il me semble que derrière le mot concurrence, qu'il y a aussi, très souvent, c'est le progrès technologique. Et donc ça pose ça pose une véritable question. Est-ce qu'on a envie de réguler les firmes pour leur dire de ne pas trop innover parce que si demain on remplace des travailleurs par des robots? Donc là, il y a un vrai sujet. Et moi, j'allais dire de mon point de vue, j'ai pas de problème avec les géants, avec les Google, Apple, etc. Tout ce que j'aimerais d'un point de vue citoyen, c'est que ces firmes-là paient leurs impôts. Mais c'est pas à table que je veux dire ça. Mais quand on pense à Apple, Google, etc., il y a tous les mécanismes de transfert des profits, d'optimisation fiscale, etc. Ça, c'est un véritable enjeu. Donc, je vais dire, les géants en soi ne sont pas un problème, encore faut-il qu'ils paient leurs impôts, afin qu'après, associé à une politique fiscale redistributive, on puisse justement en faire transférer un petit peu des profits aux travailleurs. Et il y a aussi, si je peux compléter, le problème des monopoles qui peuvent s'opposer, notamment avec les GAFA. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'une firme est un monopole? C'est-à-dire que si une firme est monopole simplement parce qu'elle est très productive et qu'elle a une technologie meilleure que les autres, encore une fois, si cette firme-là fait ses impôts, a priori, moi j'ai pas de problème avec ça. Alors après, effectivement, il y a une deuxième dimension qui est que lorsqu'il y a une trop grande concentration, il peut y avoir effectivement une probabilité de collusion entre le monde privé et la politique qui est plus élevée. Donc ça, effectivement, c'est un autre problème. Mais encore une fois, si Apple paye ses impôts, moi j'aurais pas de problème avec Apple. Monsieur Houben, une dernière réaction? Oui, moi j'ai quand même des problèmes avec Apple. C'est pas le problème technologique. Non, donc je suis pour de toute façon le développement technologique et le progrès technologique. Je peux bien dire que je ne suis pas opposé à ça. Je pense qu'il y a quand même un problème parce que les stratégies d'Apple sont définies par le conseil d'administration d'Apple, c'est-à-dire un petit nombre de personnes. Et donc ça, je trouve un problème démocratique, c'est-à-dire que ce sont les géants actuellement qui sont occupés à définir à la fois les politiques économiques, mais le problème c'est que ça a des impacts
sociaux, politiques, idéologiques, culturels, etc. Et donc ça, je ne trouve pas normal, parce qu'effectivement, ça leur donne un poids. Donc Bill Gates, donc maintenant il n'est plus président de Microsoft, mais de toute façon, quand il vient dans un pays, on débat le tapis rouge. Hein. Donc je ne trouve pas ça normal. C'est normalement un citoyen comme tout le monde, donc normalement on devrait... Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas avec les géants. C'est ça, je trouve... Donc le pouvoir politique qu'auraient des entreprises multinationales, pas uniquement en termes de chantage à l'emploi, mais aussi en termes culturels. Total. Mais ils ont d'abord un pouvoir économique. Hein. Très bien, merci à nos deux intervenants. Alors maintenant, on a 30 à 40 minutes pour prendre des questions du public. Comme vous êtes quand même relativement nombreux, je vais vous demander de limiter votre temps de parole à maximum 1 minute par intervention. Donc une question par personne, 1 minute par question. Alors, qui aurait des questions à poser? Monsieur? J'ai l'impression, en écoutant un autre, en sachant ce que c'est, en écoutant une explication plus une autre, ou une autre, j'ai l'impression que vous parlez d'un jeu de Monopoly, où les gens sont dehors, on regarde, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Moi, pendant que vous parliez, je me dis, oui, mais le dollar, oui, mais le yuan, la volonté des Chinois de ne pas laisser toute leur trésorerie sous une monnaie à la Trump, est-ce que ça n'est pas une motivation qui est derrière? Et puis vous parlez maintenant de la façon dont on a laissé la souveraineté à des multinationales, à des extraterritoriaux qui ne sont pas formalisés, qui n'existent pas et qui sont libres de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas de structure, mais ils existent. C'est une donnée aussi qui fait agir M. Trump comme ça, qui fait agir les la question, parce que là on arrive au bout de la Mais c'est ça la question, ça me paraît un petit peu artificiel, comme j'ai l'impression qu'on parle d'un monopoly en ne regardant pas les explications qui sont derrière, en dessous et au-dessus. Merci. Est-ce que vous voulez réagir? Sur la question monétaire, il est clair que c'est une question qui joue. Et pour l'instant, le dollar est tellement au-dessus et donc fait partie de la domination américaine sur l'entièreté du monde. Que les Chinois contestent. Que les Chinois contestent. Et d'ailleurs, dans le programme des nouvelles de la soie, normalement, ils vont essayer de favoriser le développement des contrats en yuan et non pas dans une autre monnaie. Et donc, ils veulent effectivement progressivement passer. Normalement, leur but n'est pas, pour l'instant, affiché comme étant de faire remplacer le dollar par le yuan, mais d'avoir un panel de devises qui soient des devises un petit peu considérées sur le même plan. Mais pour l'instant, on est dans une domination totale du dollar. Hein, donc, là, ils auront des alliés objectifs qui vont tous ceux qui sont perdants dans la compétition avec les USA, oui, mais tous abonder dans une autre. Et en Asie centrale, effectivement, dans tous les contrats qu'ils vont faire, ils vont pouvoir les mener en yuan, ça c'est vrai. Et alors les Chinois sont positifs, c'est-à-dire qu'ils vont vers quelque chose, les autres sont en résistance. Oui, et dans ce cas-là, c'est toujours celui qui est positif qui l'emporte sur l'autre, et l'autre qui peut essayer de faire des guerres et casser tout. Oui, c'est la désespérance. Oui. Je me tais. Oui, et donc, mon but, c'est de vous faire prendre conscience qu'on est occupé, plus ou moins, dans ce monde-là, et que donc, effectivement, on doit prendre, comme je suis militant à attaque, hein, donc qu'on doit s'engager dans des mouvements pour effectivement essayer de contrer cette tendance-là. Une question? Tu peux réagir? Oui, très rapidement sur le fait que peut-être on ne prend pas assez la mesure au niveau global. Donc, peut-être que ce n'est pas assez clair voilà, quand j'ai présenté, mais je suis tout à fait d'accord avec l'idée que ce qui est important ici sont des considérations politiques avant d'être des considérations purement économiques. Je pense qu'effectivement la guerre commerciale ici ne peut pas s'expliquer sans considération politique ou géopolitique, je suis bien d'accord. Si on essaie vraiment de pousser les explications économiques, on arrive quasiment à un non-sens. C'est ce que j'essaie de montrer avec l'électorat de Trump qui voterait en fait contre son bien.